Comprends-tu ce qu'ils font ici? Tard dans la nuit dernière, les services des corps de sécurité ukrainiens ont détruit une autre base aérienne russe, cette fois en Crimée occupée. Des drones de haute précision ont détruit des avions de chasse russes et un dépôt de munitions russes, coûtant à l'économie russe des centaines de millions de dollars, parce qu'ils n'ont pas pu arrêter des drones qui ne valent que quelques milliers de dollars. Voilà pour la deuxième armée la plus puissante du monde. Voici quelques détails supplémentaires sur cette attaque. La presse Euromaïdan rapporte que la cible de l'opération était la principale base aérienne de la Russie en Crimée, l'aérodrome militaire de Saki. Les avions russes utilisaient cette base aérienne pour décoller afin de frapper le sud de l'Ukraine et cibler également des navires en mer Noire. La base accueille des bombardiers stratégiques et des avions de reconnaissance. Ce terrain d'aviation se trouve à environ 80 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. Selon la déclaration officielle du service de sécurité d'Ukraine, l'équipe a utilisé des drones pour effectuer des frappes de précision sur l'équipement russe. Suite à cette frappe, la Russie a déployé un Sukhoi 30 qui a été entièrement détruit. Un autre avion de chasse Sukhoi 30 a été endommagé, et 3 avions d'attaque Sukhoi 24 ont également été touchés. Rien qu'en regardant cela, c'était un coup très dur pour l'économie de guerre russe. Comme nous l'avons expliqué dans nos vidéos précédentes, 3 choses gagnent une guerre. L'argent, l'argent, l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, chaque guerre est une guerre économique. Vous voulez vous assurer que vos frappes infligent plus de dégâts à l'ennemi que ce qu'il vous en coûte pour mener cette frappe. Et c'est exactement ce que l'Ukraine fait. Ces drones qu'utilise l'Ukraine coûtent probablement de quelques milliers de dollars à peut-être 10 ou 20 000 dollars chacun. On ignore le nombre exact de drones utilisés. Mais on estime que l'Ukraine a dépensé quelques centaines de milliers de dollars pour ces engins. Devinez quoi ? Rien que ce chasseur Su-30 que l'Ukraine a complètement détruit, à lui seul, il était estimé à 50 millions de dollars. Cela signifie que la Russie a dépensé 50 millions de dollars et que l'Ukraine a pu le détruire avec seulement quelques milliers de dollars de drones. De plus, 4 autres appareils ont été endommagés. Cela signifie que la Russie devra dépenser toujours plus d'argent pour réparer tout ce qui a été endommagé. Pendant ce temps, l'Ukraine a dépensé environ 300 000 dollars pour infliger ces dégâts. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Ukraine mène ce genre de frappe presque chaque nuit depuis plusieurs semaines. Hier, nous avons appris que l'Ukraine avait ciblé une gare russe. Cette fois, nous avons quelques extraits vidéo de l'incident. Alors parlons-en avant d'aborder plus en détail la nature des dégâts causés. Ça a vraiment explosé, les gars. Quoi? Selon des chaînes Telegram russes, une attaque de drone a visé la logistique ferroviaire russe dans la région de Volgorod, en Russie. Ceci fait partie d'une série continue d'attaques visant à perturber la logistique militaire russe qui approvisionne les lignes de front. Les aéroports de Volgorod et de Tombolv ont été fermés au vol pendant la nuit. Les habitants disent que l'internet mobile ne fonctionne pas. Nous allons revenir sur cette question d'internet mobile dans un instant, car il semble que Vladimir Poutine serre vraiment la vis sur la capacité des Russes à accéder à internet et à des informations comme celle-ci. Un autre aspect est qu'il est très difficile d'obtenir ce genre d'informations dans les médias américains, même ici. C'est parce que les médias traditionnels passent beaucoup de temps à couvrir les frappes russes sur les villes et les citoyens ukrainiens. Mais ils ne consacrent aucun temps à couvrir les frappes ukrainiennes sur les centres logistiques russes et les bases militaires russes. Nous réalisons ces vidéos précisément pour vous montrer plus que les simples frappes ukrainiennes. Nous voulons aussi expliquer pourquoi ils mènent ces actions et comment cela affecte la guerre dans son ensemble. Donc, si vous pouvez nous aider à transmettre le message à davantage de personnes en cliquant sur j'aime et s'abonner ci-dessous, cela fait une vraie différence. Revenons à d'autres extraits que nous avons de cette attaque contre la gare ferroviaire. Dans ce prochain extrait, on peut voir la frappe initiale lorsqu'elle a eu lieu et une boule de feu qui jaillit de ce que transportait le train russe. Regardons cela. Merde, ça prend feu. Une explosion a eu lieu derrière la 5e école. Maintenant, l'armée russe utilise en fait cette gare pour transporter du matériel militaire, du carburant et du personnel vers le front sud, en particulier vers les zones occupées du Donbass et de Zaporijia. Cela indique que ce n'était pas juste une attaque aléatoire visant à semer la panique chez les Russes.
Effectivement, cela arrive et accentue la pression sur Poutine et les dirigeants russes. Mais le principal objectif de la frappe était de perturber le réseau logistique dont dispose la Russie, ce qui aide les soldats ukrainiens sur les lignes de front, car les soldats russes ne sont pas approvisionnés correctement, et parfois, les unités russes en première ligne n'ont pas assez de personnel pour se défendre contre la contre-offensive ukrainienne, ou n'ont pas assez de monde pour exécuter les ordres offensifs donnés par leur commandant. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons vu les Ukrainiens cibler de plus en plus de gares ferroviaires et de lignes de chemin de fer afin de s'attaquer aux lignes logistiques qui approvisionnent les troupes sur le front. Les Ukrainiens savent que l'infanterie gagne les batailles, mais que la logistique gagne la guerre. Frapper des cibles de grande valeur à l'arrière a un grand potentiel pour aider à faire basculer l'équilibre. Ces nouvelles cibles, les installations pétrolières et bien sûr les gares ferroviaires, sont remarquables car l'administration Biden a limité la capacité de l'Ukraine à mener ce type d'attaque et à les restreindre. Les Ukrainiens frappent en profondeur et là où ça fait mal. Le plus drôle, c'est que on connaît un peu plus de détails sur cette attaque qui a eu lieu contre la gare ferroviaire. Et on sait que l'Ukraine n'a utilisé qu'environ 10 drones ukrainiens, l'outil. Maintenant, je suis sûr d'avoir mal prononcé ce nom, mais ces drones coûtent environ 200 000 $ pièce. Donc, l'Ukraine a utilisé environ 2 millions de dollars de drones pour détruire des lignes ferroviaires russes et des raffineries de pétrole russes. Et cela a un impact direct sur la façon dont la Russie mène cette guerre. Comme expliqué dans notre vidéo d'hier, la Russie a interdit l'exportation d'essence vers les pays étrangers. Toute petite entreprise en Russie ne peut plus exporter d'essence. Et cela parce que les prix de l'essence augmentent de façon folle en Russie, et que les gens commencent à se fâcher à cause de cela. Maintenant, la raison pour laquelle les prix de l'essence augmentent, c'est à cause des pénuries. La Russie a beaucoup de pétrole qu'elle peut transformer en essence, mais les raffineries sont touchées par des drones ukrainiens, et les dépôts de pétrole sont également frappés par des drones ukrainiens. Cela signifie que la Russie doit maintenant choisir entre exporter cette essence pour gagner de l'argent, afin de financer les soldats sur le front, ou bien garder cette essence sur le marché intérieur, pour éviter des troubles dus à l'inflation. Comme l'a dit Charlie Munger, l'inflation tue la civilisation et c'est exactement pourquoi Poutine préfère garder l'essence sur le marché intérieur et éviter que les citoyens russes ne se retournent contre lui. C'est pourquoi Poutine préfère garder l'essence sur le marché intérieur, même s'il a désespérément besoin de l'argent provenant des ventes à l'étranger pour continuer à financer sa guerre. Si vous regardez les 2 dernières années, cela correspond presque parfaitement. Les revenus du pétrole exporté par la Russie financent directement ses dépenses militaires. Cela signifie que plus nous pouvons empêcher la Russie d'exporter du pétrole, mieux ce sera pour les Ukrainiens sur la ligne de front, et pour les citoyens ukrainiens, qui sont simplement bombardés par des drones russes, parce que les soldats russes ne font aucun progrès sur la ligne de front. Poutine attaque des civils et vise des immeubles d'habitation, centres commerciaux et autres infrastructures civiles en Ukraine. Et c'est quelque chose que le président Trump comprend, car justement, ce matin, il a donné une interview à CNBC, et voici ce qu'il a dit sur la façon dont nous pouvons arrêter cette guerre, essentiellement en faisant baisser les prix de l'énergie. Si les prix de l'énergie baissent, Poutine ne pourra pas financer sa machine de guerre. Écoutons cet extrait. Ils font davantage. Ils veulent faire encore plus parce que je pense qu'ils veulent me rendre heureux. Car si le prix de l'énergie baisse suffisamment, Poutine va arrêter de tuer des gens. Ce serait bien, même si ce sont ses propres gens qui meurent, lui et l'Ukraine. Poutine arrêtera de tuer si le prix du baril de pétrole baisse de 10 $ de plus. Il sera contraint car son économie est mal en point. Et Poutine commence à sentir la pression. C'est ce que rapporte Reuters, citant une source proche du Kremlin. Poutine est préoccupé par le mécontentement de Trump et la récente détérioration des relations avec Washington. Poutine espère toujours que la Russie retrouvera son amitié avec l'Amérique et son commerce avec l'Occident. C'est assez simple. Si Poutine veut devenir plus amical avec les pays occidentaux, il lui suffit d'arrêter ses tueries et de payer des réparations, car il a causé d'énormes dégâts aux citoyens ukrainiens et à l'économie ukrainienne. Donc, s'il veut que l'économie russe commence à se redresser, il lui suffit d'arrêter cette invasion insensée. Mais le message de Skip Wikoff aux Russes serait « Y a-t-il quelque chose qu'ils pourraient faire pour éviter les sanctions à ce stade ?» Voici mon idée, que les gens cessent de se faire tuer. Ils viennent de publier un chiffre montrant qu'un nombre énorme de soldats russes sont tués. En Ukraine également, bien que le chiffre soit plus bas, il s'agit tout de même de milliers de personnes. Et maintenant, on ajoute des villes qui sont touchées par des missiles. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont tués dans cette guerre ridicule. Et vous savez, nous avons arrêté
Nous avons empêché beaucoup de pays de faire la guerre, l'Inde et le Pakistan. Nous avons empêché beaucoup de pays et nous allons aussi arrêter celle-là. D'une façon ou d'une autre, nous allons arrêter celle-là. C'est vraiment horrible. Eh bien, vous savez, vous avez entendu parler du Cambodge et de la Thaïlande. Nous avons réglé ce problème. Nous avons réglé le Congo qui durait depuis 31 ans, le Rwanda. Celui-là est réglé. Nous avons arrêté beaucoup de guerres. C'est celle-ci qui semble nous concerner. Cette fuite devrait être la plus facile à colmater, mais ce n'est pas le cas. Le Rwanda et le Congo étaient en conflit depuis 31 ans et j'ai réussi à y mettre fin. Selon les chiffres officiels, 8 millions de personnes sont mortes, mais je crois que le nombre réel est bien supérieur. Les dirigeants du Rwanda et du Congo étaient formidables. Ils étaient formidables et ils voulaient que ça s'arrête. Cela a duré 31 ans. Nous avons arrêté beaucoup de guerres. La Serbie et le Kosovo allaient entrer en conflit. Et je ne crois pas que ça arrivera. Maintenant. Donc nous avons arrêté. Ça suffira. Maintenant, concentrons-nous sur Dimitri Medvedev pendant une seconde parce que je commence à soupçonner qu'il est un agent double. Laissez-moi expliquer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien président de la Russie. Et en ce moment, il est le vice-président du Conseil de sécurité. Il est donc membre officiel du gouvernement. À chaque déclaration, Trump accentue la pression sur la Russie. Medvedev a menacé Trump d'une guerre nucléaire. Quelle a été la réaction du président Trump face à cette menace? Il a placé 2 sous-marins nucléaires au large des côtes russes. Clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. Et tout le monde pensait que peut-être les gens du Kremlin allaient faire pression sur Medvedev pour qu'il se calme. Surtout après des déclarations comme celle-ci de Peskov. C'est le porte-parole de Poutine. Et il dit essentiellement au monde « Hey, n'écoutez pas Medvedev, il devient fou ». C'était la déclaration officielle. Écoutez-la vous-même. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que le Kremlin n'a pas essayé de prévenir Medvedev de baisser un peu le ton conflictuel en ligne? Écoutez, dans chaque pays, les dirigeants ont des perspectives et des opinions divergentes sur l'actualité, ainsi que des attitudes variées. Il existe des personnes ayant des positions radicales aux États-Unis et dans les pays européens. C'est toujours le cas, mais évidemment, le plus important reste la position du président Poutine. Dans notre pays, c'est le président Poutine, en tant que chef de l'État, qui définit la politique étrangère. Le président Poutine, chef de l'État. Mais il semble que Medvedev soit trop ivre pour recevoir le message des responsables du Kremlin, car il est de retour, et il menace à nouveau d'une guerre nucléaire. Voici ce qu'il a dit. La déclaration du ministère russe des Affaires étrangères sur le retrait du moratoire concernant le déploiement de missiles à moyenne et courte portée est le résultat de la politique anti-russe des pays de l'OTAN. C'est la nouvelle réalité avec laquelle tous nos adversaires devront composer. Attendez-vous à d'autres mesures. Vous voyez? C'est pourquoi je pense que peut-être Medvedev essaie d'aider l'Ukraine d'une certaine manière, parce que les gens au sein du gouvernement russe ne veulent pas qu'il parle. Chaque fois qu'il parle, la Russie subit plus de pression. Mais pour une raison quelconque, il ne veut pas arrêter de parler. Pendant ce temps, voici le genre de séquence que les médias russes diffusent, les médias de propagande russes diffusent, en disant que les sous-marins russes sont bien meilleurs que ceux des États-Unis. Peut-être qu'ils n'ont pas eu vent de la nouvelle concernant le tremblement de terre et le tsunami qui viennent d'avoir lieu sur la côte est de la Russie, parce que la base de sous-marins là-bas a été complètement détruite. Et on peut en fait le voir grâce aux images satellites. Donc je suis sûr que les Russes ont aussi cette information. Mais pour une raison quelconque, il semble que la télévision du Kremlin russe ne veuille pas affronter la vérité. Voici l'extrait qu'il diffuse. La formulation a-t-elle du sens? Je vais m'écarter. Disons qu'ils partent en service de combat. Mais si sur 73 sous-marins, seulement 6 sont actuellement en service de combat, c'est même moins de 10%. C'est considéré comme le pire indicateur de la marine américaine. Même moins de 10%. C'est un indicateur que la marine américaine considère... Il rapproche ces sous-marins équipés de missiles de croisière. Ce ne sont pas des missiles balistiques intercontinentaux. Il faut comprendre que nos sous-marins sont modernes. Nous en avons quelques-uns, 64, mais ce sont tous des sous-marins capables d'assurer un service de combat et d'opérer de façon autonome. En cas de menace, jusqu'à 50% des sous-marins opéreront en autonomie, contre un peu plus de 30% actuellement. Cela signifie que nos sous-marins sont en route. Et d'ailleurs, les Américains n'arrivent toujours pas à les trouver.
Les chefs des opérations navales et commandants de flotte américains ne peuvent localiser que les sous-marins amarrés dans leur port d'attache. Mais ils ne savent toujours pas où sont ceux qui sont partis en mission. Souvenez-vous de la visite de notre sous-marin à Cuba. Ce fut une surprise totale pour les Américains. Initialement, il se dirigeait vers là-bas, puis a plongé et est réapparu près de Cuba de manière inattendue. Pour les Américains, ce fut un choc. Imaginez un sous-marin refaisant surface juste à côté d'eux. Oui, ils transportent des missiles de croisière, mais quel type de missiles? Des missiles Zircon, que les Américains n'ont pas. Pour eux, c'était une surprise totale. Ils ont envoyé leur sous-marin de classe Los Angeles, le plus rapide qu'ils avaient, pour le suivre. Mais il n'a pas pu rattraper ni retrouver notre sous-marin. Si on compare les sous-marins les plus impressionnants, il est clair que nous sommes actuellement en avance. Nous avons les derniers sous-marins high-tech. Récemment, nous avons lancé le sous-marin de la classe Borei et un autre du projet 885M. Les Américains ne peuvent pas s'en vanter.